Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire du Handipact Île-de-France, qui est dédié à la paire aidance, une méthode d'accompagnement des agents. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Je suis accompagnée de beaucoup de monde ce matin, je suis ravie de les accueillir, je vous remercie par avance. Nos intervenants représentant AlphaPsy, nous avons Lucas Aubert, directeur d'AlphaPsy, Noël Tulin, médiateur santé-père, qui sont présents. Nous avons également des représentants de la fonction publique qui vont pouvoir nous parler de leurs expériences, donc avec Bénédicte Brigny, chef de la mission coordination et communication au ministère Transition écologique et cohésion des territoires maires en Île-de-France. Et on a Christophe Chauchet, qui est chargé de mission auprès des ICPE de Réal-Ara. Et enfin, nous avons Mélanie qui nous rejoint dès qu'elle peut, de la ville de Paris, qui est chargée de mission handicap et lutte contre les discriminations, qui viendra également parler de son expérience. Alors, c'était important pour nous de traiter ce sujet qui est assez récent, finalement, je dirais presque dans le privé comme dans le public, qui fait état d'une nouvelle modalité d'intervention, qui est finalement une expertise qui existait déjà dans certains environnements de travail, et je laisserai Lucas et Noël revenir dessus, et que finalement, on se rend compte qu'on peut se l'approprier dans le monde de l'emploi dit ordinaire ou de manière plus classique sur nos sujets de politique handicap, politique diversité. Donc, Jérémy, avec qui je travaille, a travaillé à la création de ce webinaire, a imaginé 3 grandes parties pour vous faire découvrir ce sujet si vous ne le connaissez pas bien. Avec une définition d'abord de la paire aidance, pourquoi, d'où ça vient, et puis quels bénéfices on peut en trouver aujourd'hui de mettre en place dans son organisation. Des exemples également. Vraiment, je remercie Mélanie, Bénédicte et Christophe de pouvoir venir présenter leur projet, puisque c'est quelque chose encore assez expérimental, assez innovant. C'est des expériences vraiment enrichissantes. Et puis les points de vigilance, ou en tout cas les points d'intention, quand vous souhaitez mettre en place ce projet en interne, par quoi il faut passer, ou en tout cas ce sur quoi il faut être vigilant pour que ça soit bien mis en œuvre. Sachant que voilà, ce sont des expérimentations, donc il y a probablement encore plein de choses à découvrir. Voilà, j'ai fait ma petite introduction. Donc pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions de l'application au fil de l'eau, et on interrompra ou à chaque fin d'intervention ou à la fin en fonction de la flot de questions, on posera les questions à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à nous interroger et à faire part de vos questionnements au fil de l'eau. Jérémy, je te laisse la main. Moi, je vais passer la parole à Lucas et Noël, qui vont nous parler justement de ce qu'est la paire aidance, dans sa définition, ses principes fondateurs, et aussi un peu la revue historique de cette action. Je vous laisse la main, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Moi, je suis effectivement Lucas Aubert, je suis directeur d'AlphaPsy, qui est un cabinet de conseil et de formation en santé mentale et qui a la particularité de manier la pluralité des savoirs expérientiels, académiques et professionnels à travers une co-animation de l'ensemble de ces actions entre un formateur professionnel issu d'une profession de terrain et un formateur pair qui intervient au titre de son savoir expérientiel de la maladie psychique, de l'addiction, de la grande précarité, de toute problématique stigmatisante et discriminante qui peut être pertinente à partager auprès de nos clients. Et effectivement, la paire aidance, c'est quelque chose qui est donc central au sein de notre action, et on vous propose aujourd'hui d'abord de peut-être la définir. Alors, donc la paire aidance, on a pris une définition de travaux de la FAS et de
et de la DIAL, donc la Fédération des acteurs de la solidarité et la Direction interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement, qui définit la pérédance comme un ensemble de pratiques qui procèdent de formes d'accompagnement ou encore d'entraide et de soutien par lesquelles une personne s'appuie sur son savoir expérientiel vécu. Alors le savoir expérientiel, c'est donc le savoir qu'une personne tire de sa propre expérience d'une situation vécue et d'une situation qui est habituellement considérée comme difficile ou stigmatisante ou négative. On peut prendre l'exemple de la vie à la rue, la précarité, des conduites addictives ou des troubles de santé mentale. Et donc la personne, justement, utilise ce savoir expérientiel pour aider d'autres personnes vivant des parcours similaires ou des situations comparables. Et si la pérédance suppose une expérience de vie habituellement stigmatisée, on ne peut pas la réduire à cette seule expérience qui, en soi, ne constitue pas un savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous vivez avec, par exemple, un trouble psychique que vous détenez des savoirs quant à la maladie psychique. L'idée de la démarche de pérédance, c'est qu'elle s'appuie sur la transformation de cette expérience stigmatisante, discriminante, considérée comme négative, en savoir expérientiel, c'est-à-dire en connaissances et en compétences construites à partir d'un vécu et permettant d'accompagner comme de soutenir d'autres personnes confrontées à des réalités semblables. Donc, on voit bien que finalement, la pérédance, elle existe de tout temps dans l'humanité. C'est-à-dire que la pérédance, c'est finalement cette maman qui, pour la première fois, a un enfant et qui se tourne vers ses autres amis mamans ou vers les mamans de sa famille pour justement venir chercher leur savoir d'expérience de la maternité. Donc, c'est finalement une forme d'entraide entre personnes qui, justement, ont vécu des situations similaires. Et ce qui est nouveau, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme d'institutionnalisation de la pérédance. Donc, les entreprises privées, la fonction publique, les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires œuvrent pour développer ce qu'on appelle notamment le travail pair. Le travail pair, il se définit comme une forme de pérédance dans laquelle l'intervention fondée sur le savoir expérientiel est rémunérée. Aujourd'hui, on identifie des travailleurs pairs, on verra dans différents secteurs, tant dans le champ sanitaire, dans le champ social et dans le monde notamment de la formation et du conseil en entreprise. Donc la pérédance, on l'a vu, elle existe depuis tout temps, mais l'institutionnalisation de la pérédance remonte à peu près au 18e, 19e siècle. Un des premiers éléments fondateurs en France de la pérédance, c'est le duo Pucin-Pinel. Pucin était une personne qui vivait à l'époque à l'hôpital général en tant que malade et qui s'est tellement investi dans l'hôpital qu'il a été recruté par l'hôpital en tant que surveillant des autres malades, et c'est celui qui est reconnu un petit peu dans l'histoire comme un des premiers pérédants. Et on voit au fur et à mesure de l'histoire, donc je ne vais pas vous passer tous les événements, que cette pérédance, elle se développe dans tout un tas de catégories de population. C'est-à-dire on va la retrouver, par exemple, après la Première Guerre mondiale, auprès des mutilés réformés de guerre. On le voit dans le domaine de l'addiction avec notamment les AA, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. On le verra dans le domaine de la psychiatrie avec justement tout le mouvement des survivants de la psychiatrie, dans le handicap physique, avec le mouvement par exemple pour la vie autonome, dans la santé sanitaire, avec on sait tous les malades du sida qui se sont fédérés en association et qui, à travers leur dynamique justement d'entraide mutuelle et de pérédance, ont permis notamment de valoriser leur savoir expérientiel et de contribuer à la recherche médicale autour de cette maladie. Et à partir des années 2000, on voit justement les institutions, les politiques publiques développer des projets qui promeuvent justement cette pratique. On voit la première expérience d'embauche, par exemple, de pérédants en santé mentale dans une équipe mobile, précarité psychiatrie à Marseille. On voit le premier programme des médiateurs de santé porté par l'IMEA. Et petit à petit, justement, dans les dispositifs Une personne accompagnée pour tous, aujourd'hui dans le projet EPOP, on voit les politiques publiques se saisir de cette question et promouvoir la pérédance comme une nouvelle forme d'accompagnement. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Noël Tulin, qui est médiateur de santé pair, et je vais le laisser se présenter à vous. Bonjour à tous, Noël Tulin, je travaille comme médiateur santé pair depuis maintenant presque 5 ans
dans un centre hospitalier, d'abord dans un hôpital de jour et maintenant dans un CMP. Au fur et à mesure de mon parcours professionnel, j'ai pu expérimenter différentes choses. Je fais de l'accompagnement à la fois en individuel où j'aide les personnes à identifier leurs propres ressources pour avancer sur leur parcours de rétablissement, ou alors un accompagnement plutôt en groupal avec des activités notamment autour de la réduction de la stigmatisation, que ce soit de la stigmatisation interne ou externe. Et Noël, du coup, tu es médiateur de santé pair. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce métier? Moi, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que j'ai fait de la paire-aidance informelle avant de faire la paire-aidance professionnelle. À une époque, j'étais livreur à vélo et je souhaitais arrêter mon activité. Et en fait, j'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche, notamment un travail de soutien scolaire auprès d'un jeune qui avait vécu un épisode de crise psychotique l'été auparavant. Et en fait, au fur et à mesure de nos cours de maths, physique, chimie, je me suis mis à lui parler de mon vécu, de la maladie, la manière dont j'appréhendais les choses, dont j'étais en capacité d'en parler à mes proches, mes amis, ma famille, le regard par rapport aux petites copines, ce genre de choses-là. Et j'avais l'impression de ne pas aider ce jeune-là par rapport à sa demande de soutien en maths, physique, chimie, etc. Et j'en ai parlé à un psychologue et qui m'a dit non, en fait, tu es en train de l'aider, c'est même beaucoup plus important. Ce que tu fais, c'est un nouveau métier, ça s'appelle la paire-aidance. Je me suis renseigné et puis c'est comme ça que j'ai démarré ensuite en intégrant la licence médiateur santé pair portée par le CCOMS. Alors effectivement, aujourd'hui, vous avez des formations pour devenir pair aidant. Vous avez 2 diplômes universitaires majeurs, le DU de Lyon et la licence de médiateur santé pair portée par le Centre collaboratif de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des formations qui justement permettent de transposer l'expérience en savoir expérientiel et d'acquérir les compétences nécessaires à une professionnalisation de la pair aidance, justement en milieu hospitalier, auprès d'associations médico-sociales ou en entreprise. Ok, mais messieurs, juste peut-être pour préciser pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, quand on voit la présentation que vous nous faites, on a le sentiment que la paire-aidance, c'est très adapté pour des personnes qui connaissent vraiment des problématiques de santé importantes. Est-ce que vous pouvez juste repréciser justement pour qui s'appliquent ces méthodes de paire-aidance? Est-ce qu'il faut forcément avoir un problème de santé? Est-ce qu'il faut forcément avoir connu des difficultés ou c'est une méthodologie en tout cas qui permet justement de mieux accompagner les personnes? Ouais, alors la paire-aidance, hein, on l'a vu dans la définition, c'est l'idée que 2 personnes partagent un vécu commun, un statut commun, et s'entraident à travers la reconnaissance mutuelle de ce statut. On l'a vu, j'en ai parlé, cette expérience, ça peut être le fait d'être une jeune maman, ça peut être le fait effectivement de vivre avec des problématiques un petit peu plus, on va dire, problématiques au regard de la société, qui sont des problématiques de santé somatique, des problématiques d'addiction, des problématiques de santé mentale. Mais finalement, la paire-aidance, elle s'opère à travers, à chaque fois qu'il y a de l'entraide entre 2 personnes qui se reconnaissent dans une expérience de vie partagée. Ok. Et du coup, quels sont les enjeux justement de la paire-aidance? Parce qu'on voit bien qu'il y a un système d'entraide, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui sont associés à cette démarche? Ouais, je pense que ce serait intéressant peut-être qu'on aborde la collaboration entre pairs et non pairs au sein des entreprises. Noël, peut-être que tu peux en témoigner. Moi, je trouve que, alors je travaille dans un CMP, je trouve que l'apport d'un pair aidant avec cette double casquette professionnelle et usagée, elle est à la fois importante pour les personnes que je veux accompagner, mais aussi dans le changement de regard et le changement de pratique de mes collègues,
parce que ça les amène à se remettre en question, à se questionner justement sur des remarques que je peux leur faire sur la manière dont ils s'adressent aux personnes. C'est un truc tout bête, mais sur lequel j'insiste beaucoup. Je trouve souvent qu'on a tendance à réduire les personnes à leur diagnostic, y compris nous en tant que professionnels, et oublier qu'il y a des personnes qui ont des vécus, une histoire derrière. Et je sais que très régulièrement, j'ai des collègues qui se reprennent en ma présence et qui me disent « Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, je voulais pas dire ça. » Et en fait, c'est une modification des pratiques en interne, depuis l'intérieur. Et je trouve que cet enrichissement, il est tout aussi important parce que malheureusement, en tant que professionnel soignant, on peut être parfois un peu déconnecté, même si on travaille au quotidien avec les personnes qu'on accompagne. On peut être un peu déconnecté de la représentation et être focalisé sur les stigmates et pas sur le vécu des personnes. D'accord. Et ça, effectivement, je pense que c'est valable autant pour… alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans un hôpital du coup de soins, avec des soignants censés être formés aux troubles de santé mentale, on voit cette focalisation sur les stigmates et cette forme de stigmatisation et de discrimination qui peut apparaître. Donc, l'enjeu, si vous voulez, de la paire aidant, c'est aussi ça, c'est aussi agir sur les phénomènes de stigmatisation au sein de notre société par rapport à des problématiques, par rapport à des situations qui sont difficiles et qui peuvent être vecteurs d'exclusion sociale, qui peuvent être vecteurs justement de difficultés relationnelles entre des personnes qui vivent avec des différences. Un des autres enjeux pour moi de la paire aidant, c'est qu'aujourd'hui, quand un humain est en situation de souffrance, quelle qu'elle soit, finalement, ou en tout cas vit avec une difficulté, finalement la réponse est aujourd'hui davantage médicale. Et c'est tout l'intérêt pour moi de la paire aidante, c'est justement qu'elle vient apporter une nouvelle diversité de modalités de soutien aux personnes qui vivent avec une difficulté particulière, et notamment dans une approche non médicalisante qui parfois est plus simple d'accès. Et donc, il y a une intervention qui peut être plus rapide et parfois plus efficace, parce qu'un père aidant va avoir, ou en tout cas un père formé à la paire aidance, va avoir une capacité d'entrer en lien avec une personne qui est justement en souffrance, peut-être plus évidente, plus simple que le personnel médical. Et donc ça, je pense que c'est aussi un enjeu majeur, c'est comment la paire aidance offre une nouvelle solution d'accompagnement et de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité dans une approche justement qui favorise la solidarité, l'entraide et une approche non médicalisée. Alors, cette nouvelle solution, du coup, comment elle se transpose aujourd'hui et comment elle doit se transposer dans les entreprises, chez les employeurs publics? Alors, sur le principe justement de la lutte contre les discriminations et contre la stigmatisation, il y a plusieurs manières dont la paire aidance agit. Alors, je vous donnais l'exemple d'Alphapsy, mais on n'est évidemment pas le seul cabinet de conseil qui fonctionne de cette manière. Et déjà, nous, on le vit au quotidien, intervenir dans les entreprises, intervenir auprès des professionnels des secteurs des ESMS, en binôme avec un pair, a un impact considérable justement auprès de nos clients parce qu'il y a tout de suite dans le témoignage de ce père une connexion humaine qui se fait avec l'autre, avec l'altérité, qui agit sur la transformation des regards et sur les phénomènes justement de stigmatisation. Donc effectivement, je pense que le témoignage des personnes concernées et valoriser et essayer d'encourager le témoignage des personnes concernées est quelque chose qui est essentiel pour agir sur ces aspects de lutte contre les discriminations et la stigmatisation. Peut-être qu'un autre enjeu, l'autre enjeu dont on a parlé, qui est de favoriser des modalités d'accompagnement différentes, la paire aidance se met en place de différentes manières. Dans les établissements socio-médico-sociaux et sanitaires, on en a parlé, on a aujourd'hui des médiateurs santé-pairs, on a aujourd'hui des pairs émulateurs, on a des pairs accompagnants,
voilà, des fonctions qui sont rémunérées par les établissements pour intervenir directement au sein des équipes et apporter un accompagnement différent auprès des populations accompagnées. Dans le milieu de la fonction publique et dans le milieu de l'entreprise, on voit se développer des formes de pair aidance, des réseaux en fait de pair aidance informels qui permettent aux salariés de pouvoir justement se tourner vers ce réseau qui a été formalisé par l'entreprise comme un lieu de soutien, d'entraide mutuelle vers lesquels chaque salarié peut venir on va dire peut venir interpeller en cas de besoin et s'inscrire justement dans une dynamique de solidarité et d'entraide entre collaborateurs. Vous avez aussi des formes de patients experts aujourd'hui qui émergent. Vous avez l'université des patients notamment et toute la notion de patients experts, de consultants issus de l'expérience qui vont venir intervenir sur des actions de conseil pour favoriser l'inclusion des personnes, par exemple, en situation de handicap dans les entreprises, qui vont venir soutenir les managers dans comment intégrer une personne en situation de handicap au sein d'une équipe, comment lui permettre de se maintenir à l'emploi, comment on peut venir moduler justement le poste de travail pour qu'il soit adapté à ses spécificités, comment on est capable aujourd'hui de créer, par exemple, vous avez des actions de conseil dans les grandes surfaces, dans les entreprises de grande surface, pour qu'il puisse y avoir des horaires adaptés aux personnes, par exemple, qui souffrent du syndrome de l'autisme, avec une luminosité baissée, avec une absence de stimulation auditive. Et tout ça, c'est justement né de pairs qui se sont mobilisés pour encourager les pratiques inclusives de pairs au sein de la société. Ok, merci. J'y vois aussi dans la logique, c'est de remettre la personne au cœur. Enfin, j'ai parfois l'impression que beaucoup d'employeurs mettent en place des démarches ou des politiques sur le handicap sans jamais associer les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Et quelque part, alors sans parler de pair aidance, mais c'est aussi une manière, quand on est sur l'expérience collaborateur ou l'expérience utilisateur, enfin, ce sont les notions qui émergent beaucoup, et qu'à un moment donné, on ne peut pas se passer de la vie des intéressés, de la vie des intéressés. Et alors évidemment, quand on est sur la pair aidance, on va un peu plus loin, on va certainement plus loin, mais déjà si on prenait la vie et on faisait participer et contribuer les personnes en situation de handicap, je trouve que on arriverait parfois peut-être à des politiques plus concrètes, ou en tout cas dans certains cas plus effectives ou opérationnelles, quoi. Oui, tout à fait. La pair aidance s'inscrit dans le mouvement de la participation citoyenne. De toute façon, comment on est capable de pouvoir mobiliser les savoirs justement des citoyens par rapport à leurs spécificités, par rapport à leurs différences, pour construire des politiques publiques, des systèmes d'entreprise, des fonctionnements d'entreprise qui soient capables de pouvoir inclure toutes les différences qui existent finalement au sein de nos sociétés. Et ces solutions, elles ne seront construites qu'avec des personnes concernées. Et c'est effectivement le mouvement de revendication qui émerge aujourd'hui, c'est que les personnes concernées ont des compétences, ont des savoirs expérientiels qui sont aujourd'hui indispensables aux solutions de demain. Effectivement. Alors, du coup, quand on met en place de la pair aidance, ce sera ma question récurrente pour tous nos intervenants aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, Lucas et Noël, nous donner un point de vigilance sur lequel il faut être attentif quand on met en place un dispositif de pair aidance en interne chez un employeur, par exemple? Noël, je te laisse là-dessus. Je pense que tu as mis l'exemple. Ouais, en fait, moi, je vais parler de mon expérience particulièrement dans le milieu sanitaire. Il faut avoir en tête que l'intégration d'un pair aidant dans une équipe de soins, ça peut être très clivant. Parce qu'en fait, si l'intégration n'est pas faite par une équipe formée, intéressée et préparée à l'avance, on peut vite se retrouver en difficulté. Enfin, le pair aidant peut vite se retrouver en difficulté, pardonnez-moi,
avec un regard porté par l'équipe qui n'est pas professionnel. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où j'avais l'impression d'être un peu observé. On me faisait des remarques sur la pathologie avec laquelle je vis. Des choses au final très stigmatisantes. Donc, ce serait un point de vigilance. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Ouais, pour peut-être, Noël, ouvrir transposer sur le domaine de l'entreprise. Effectivement, je pense que quand on met en place de la pérédance au sein d'une entreprise, il est important de parler de ce sujet avec l'ensemble des collaborateurs et ne pas mettre en place justement une initiative qui soit isolée, qui ne concerne que certains types de pairs et dans lesquels l'ensemble des collaborateurs n'est pas justement concerné. Donc, je pense que c'est hyper important de pouvoir faire des actions de sensibilisation à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise quand on lance ces types de dynamiques, sachant en plus qu'elle peut être utile à tout le monde et que du coup, c'est hyper important que tout le monde soit informé et comprenne les tenants et les aboutissants de ce type de mouvement. Ok. Noël, merci. tu as d'autres… Non, c'est très bien. Et je pense qu'une des clés, mais je pense servir à la cause de mes collègues derrière, c'est de bien comprendre que la pérédance est une dynamique d'horizontalité entre pairs et que c'est un processus qui s'appuie énormément sur l'informel. Il est donc nécessaire que les mouvements de pérédance soient dénués d'enjeux hiérarchiques. Et donc, il y a une nécessité pour l'entreprise d'accepter justement que ce qui va se jouer dans les dynamiques de pérédance et dans les groupes d'entraide mutuelle respecte le principe, par exemple, de confidentialité et que l'entreprise n'ait pas forcément de regard à avoir sur ce qui se joue, ce qui se dit dans ces groupes d'entraide. Et ça, je sais, pour avoir été moi-même directeur, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes à appréhender en termes de changement de paradigme pour un cadre, mais pour autant qui sont absolument fondamentales si on souhaite que l'initiative de pérédance puisse s'opérer dans un climat qui soit sécurisant pour l'ensemble des parties prenantes. Et ben, sur ces bons mots, justement, on va passer à la partie suivante et je vais donner la parole à Bénédicte et Christophe qui vont justement nous expliquer un petit peu le projet qu'ils ont mis en place. Bonjour à tous les deux. Excusez-moi, je suis un peu vite. Est-ce que, du coup, Bénédicte, Christophe, vous pouvez nous présenter votre projet Les Invisibles? On ne vous entend pas, Bénédicte. On doit vous entendre là. N'hésitez pas à parler. Je crois que son micro est encore coupé. Bénédicte, ton micro est encore coupé. Non, pourtant, logiquement, il est activé. Alors, on ne vous entend plus. Essayez, Bénédicte, s'il vous plaît. Oui, ça y est, mon son est activé, c'est bon. On va peut-être se présenter préalablement à faire notre duo, comme nos collègues qui nous précédaient. Donc, Bénédicte Aubrini, moi je suis chef de mission coordination et communication à la direction des ressources humaines du ministère de la Transition écologique. Et donc, ce matin, j'interviens en tant que chef de projet de la communauté professionnelle inclusive Les Invisibles. Donc, Christophe Rocher, donc je suis chargé de mission auprès des ICPE. En plus, j'ai une double casquette. Donc, j'interviens aussi donc, dans le groupe, dans la communauté des Invisibles. Et j'ai une autre casquette. Comme disait Lucas tout à l'heure, il y a des formations en médiateur père aidant et père aidant. Donc, j'ai commencé l'année dernière, à la rentrée dernière, la formation du D8 père aidant. Donc, du coup, voilà, j'ai une multi-casquette. Donc, du coup, ce qu'a dit Lucas et Noël, voilà, ça me parle. Et voilà. Ça marche. Ouais.
L'enjeu, il était finalement de répondre un petit peu aux différentes questions qui ont été soulevées, voilà, de dire comment on construit les choses avec les usagers. Et c'est vraiment dans cette dynamique qu'on a proposé ce matin ce duo avec Christophe. Je vais replacer un petit peu les éléments de contexte. Donc, on a créé une communauté professionnelle inclusive, donc dédiée aux agents en situation de handicap, donc des agents publics. C'est un projet qui est né, qui a été incubé dans le laboratoire d'innovation RH de la préfecture de région Île-de-France, qui nous a proposé sous un format hackathon de réfléchir comment on travaille à la meilleure insertion des agents en situation de handicap dans la fonction publique. Puisque concrètement, l'enjeu, c'est on recrute des agents en situation de handicap, mais finalement, quand on regarde après la phase de recrutement, comment on appuie les développements de parcours professionnels et comment on favorise une meilleure inclusion de ces agents dans les collectifs de travail. Ça nous a conduit avec une équipe de projet pluridisciplinaire, donc on avait une collègue de la préfecture de police aussi, à réfléchir à l'idée d'une communauté d'agents. Et cette communauté d'agents, on ne concevait pas de la créer sans, on va dire, challenger le besoin des agents eux-mêmes. C'est-à-dire ce qui nous a conduit à faire un petit appel à volontaires pour inviter les agents des diverses fonctions publiques. Donc, on a eu des agents de la fonction publique territoriale, des agents du ministère de la Défense, des agents de la préfecture de police, des agents du ministère de la Transition écologique qui nous ont accompagnés dans la construction de ce projet, et je laisserai tout à l'heure Christophe en témoigner. Ce qu'on a voulu, là je l'ai mis sur la petite slide de présentation, c'est à la fois une communauté ouverte aux agents en situation de handicap qui s'appuie sur les ressorts qui ont été développés là précédemment, à la fois sur des thèmes de pair aidance et aussi de pair émulation. Pour autant, on va dire qu'on n'est pas dans la dynamique de professionnalisation, puisque là, c'est un groupe d'agents qui vont être volontaires, qui vont s'inscrire au sein de cette communauté. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler sur comment je révèle les ambitions professionnelles, comment en m'inspirant, comment en rencontrant d'autres agents dans des situations similaires, je vais pouvoir m'ouvrir d'autres horizons, passer à l'action. Donc, cette communauté, c'est une communauté de pairs, on l'a dit, d'agents en situation de handicap. Et l'enjeu, il est vraiment de valoriser l'expérience et d'avoir des temps où, effectivement, on va avoir une transmission directe et une pratique, des échanges de pratiques sur des situations similaires. Donc, voilà un petit peu détaillé, on va dire un petit peu les enjeux qu'on s'était posés. Et puis, je laisse Christophe détailler effectivement quel a été le mode d'association et sa participation. Oui, merci Bénédicte. Donc en fait, avant le démarrage vraiment de la communauté, donc j'ai été Bénédicte et le noyau a proposé à quelques agents de pouvoir voilà, travailler, réfléchir comment fonctionne cette communauté. Alors moi j'étais partie prenante parce que juste avant que Bénédicte me propose ça, on a fait un peu de pair aidance avec une collègue. Au niveau du professionnel, on a préparé notre concours de catégorie B et on l'a fait ensemble, et vraiment de la pair aidance informelle finalement, et ça nous a vraiment aidé, et on a pu réussir parce qu'on s'est donné des tuyaux, des informations, on ne savait pas forcément l'un ou l'autre où chercher l'information, donc on s'est auto-aidé, on s'est auto-soutenu aussi, et cette expérience-là, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et lorsque Bénédicte m'a proposé de participer, je me dis, mais ça correspond à ce que moi j'ai vécu en amont, et c'est quelque chose qui peut être
aidant pour les autres agents, les autres collègues. Donc, c'est pour ça que j'ai participé à cette création et vraiment dire mais qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie de retrouver dans cette communauté-là. D'accord. Et votre rôle, du coup, dans la communauté, c'était vraiment de définir les principes de fonctionnement. Enfin, l'objectif de la communauté était aussi de s'appuyer sur les besoins, de les éclaircir. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur justement l'objectif de la communauté et comment ça s'est organisé du coup? Oui, donc on a eu 2 ou 3 réunions visio avant et donc dans cette réunion, on nous a demandé quelles étaient les priorités. Qu'est-ce qu'on veut retrouver? Donc il y avait un mot qui était fort, qui était, voilà, le mot qui revient souvent, c'est le mot ensemble, être ensemble, partager, écouter, s'entraider, donner voilà, être informé aussi. C'est tout ça qui est ressorti. Et avec, voilà, il y a eu des thèmes après, il y a eu 3-4 thèmes au départ. Et au fur et à mesure de l'année, il y a eu d'autres thèmes qui sont arrivés. Est-ce que une des questions, c'était est-ce qu'il faut que je dise ou pas mon handicap, par exemple? Est-ce qu'il faut que je l'annonce à ma hiérarchie? Est-ce que voilà, c'est des petits trucs tout simples avec les idées reçues, les préjugés, les stigmatisations qui peuvent y avoir derrière. Ça peut être la confiance en soi. Qu'est-ce qu'il y avait voilà, c'est tout. Du coup, donc, c'est ces thématiques-là qui sont ressorties aussi, quoi. Voilà, alors du coup, effectivement, après, là, on va dire finalement, quelle est la méthode, pourquoi on s'est penché sur ce sujet-là, et finalement, ce mode d'action, pourquoi on l'a choisi. C'est peut-être de faire un petit bilan là aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de la communauté, où est-ce qu'on en est. Donc concrètement, on a des membres, donc c'est une liste de diffusion d'à peu près 50 membres, hein, pour parler chiffres, à peu près une trentaine de participants que je qualifierais de vraiment actifs, c'est-à-dire qui viennent soit de façon très fidèle, soit régulièrement, puisque bien évidemment, il y a des contraintes professionnelles. Donc, comment on fonctionne? On fonctionne à distance, en visioconférence, parce qu'on est né pendant le Covid. Donc, on s'est adapté. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette situation-là, on n'aurait jamais pensé pouvoir faire ça à distance. Et finalement, on a été contraint de le faire et ça a été formidable parce que ça nous a permis d'avoir un rayon d'action assez extraordinaire. Et aujourd'hui, Christophe est à Lyon, mais on a des collègues qui sont à Lille, on a des collègues qui sont par ailleurs dans le sud de la France, dans le centre de la France. Donc, ça nous permet de toucher un public très large. Et puis, à la fois, d'être facilement combinable sur une journée de travail, puisque nos ateliers, donc c'est 1h30, une fois par mois, sur des thèmes qu'on a voulu assez différents et sur l'envie qu'on a pris de dire finalement, on va essayer différents formats et on fera un petit bilan avec les membres pour tester plusieurs choses très différentes. Donc, il y a eu à la fois des ateliers pour lesquels on a accompagné dans l'animation de la communauté. Donc, on est appuyé à 2 titres. Donc, on est appuyé par une société qui s'appelle Make Sense, qui est spécialisée dans l'animation des communautés, donc qui nous professionnalise avec ma collègue Audrey Torres, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui est chef aussi de projet sur la communauté, pour proposer régulièrement des animations qui soient différentes, sur des thèmes qui soient variés, à la fois sur ce qu'on a pu organiser, c'est des formats 1h30 avec un expert, un grand témoin qui est lui aussi un agent en situation de handicap, et de susciter la discussion. Dans ce cadre-là, on est aussi accompagné par Estelle, notamment, que je salue vraiment pour son implication dans la communauté, qui va nous aider aussi à la fois dans la recherche et la
structuration parfois d'ateliers, notamment quand on va faire des ateliers experts. On a pu faire 2 ateliers de développement personnel, notamment sur à la fois le sujet de la confiance en soi et le sujet de l'assertivité, comment s'affirmer. Et là, on met à disposition des coachs professionnels qui vont pouvoir répondre aux questions des participants. Et ça, j'insiste vraiment, la question du prérequis qui a été dit par le collègue tout à l'heure, la confidentialité, ça c'est une exigence, j'ai envie de dire, c'est la première exigence, c'est tout ce qui se passe pendant 1h30 dans le cercle de la communauté reste dans le cercle de la communauté. Et on a aussi bien cette, je le dis en tant qu'animatrice, cette posture de moi je suis animatrice, par contre je ne suis pas expert. Voilà. Et quand on s'appuie sur des experts, c'est vraiment qu'ils vont répondre sur des questions très pointues, qui vont délivrer leur analyse. Nous, j'ai envie de dire, on est là, on va dire, sur l'animation, la création du rythme une fois par mois, les propositions, mais on ne répond pas en qualité d'expert. Et après, c'est vraiment les agents qui, pendant la session, vont, eux, se mettre en posture de partager ou de ne pas partager. On veille à mettre des petits groupes. La dernière fois qu'on avait fait les ateliers de développement personnel, on avait veillé à ce qu'il n'y ait pas plus de 8 personnes dans chacun des sous-groupes. Donc, on avait pris 2 coachs avec nous pour être aussi toujours dans cette dimension de vrai échange. Voilà. Ok. Donc, je ne sais pas, du coup, là, c'était de passer la parole à Christophe en tant que participant, de fait. Oui, alors je trouve que c'est assez important, c'est de pouvoir libérer la parole, de sortir, du placard et de pouvoir vraiment libérer la parole et voilà, ce qui peut être des choses positives comme des choses négatives. Et il y a vraiment, je pense, il y a vraiment une attente. Et moi, j'y vais avec plaisir, sinon j'y vais pas. Mais je sens qu'avec ceux qui participent, vraiment un moment d'échange sans jugement, sans stigmatisation. Et je sens que ça fait du bien, ça redynamise les choses et vraiment. On enlève les barrières et on peut dire les choses telles qu'elles sont. Comme des fois, ça peut être un peu dérangeant, mais en même temps, ça libère la parole et c'est assez important. Et je pense que on peut se l'approprier aussi pour pouvoir avancer après et pouvoir prendre les choses en main derrière. Alors, du coup, j'entends bien qu'il y a un retour très qualitatif en termes d'usagers ou de bénéficiaires d'un dispositif de pair aidance. Comment vous, Bénédicte, vous mesurez justement ces retours? Comment vous mesurez les impacts de cette communauté au quotidien? Est-ce que vous avez mis en place des indicateurs? Est-ce qu'on est plutôt sur une analyse qualitative, j'ai envie de dire? Alors, à ce stade, on le mesure de façon, j'ai envie de dire, un peu classique et avec les moyens qu'on a à notre disposition. Donc, on fait une évaluation, j'ai envie de dire, un petit peu standard après chaque atelier, à la fois avec des réponses un peu très satisfait, etc. On a plutôt un très bon niveau de très satisfait, on est à plus de 90%. Pour autant, en fait, je pense que ce qui nous questionne plus, et ça, c'est quelque chose que j'ai pu aussi partager avec d'autres animateurs de communautés, pas forcément sur des communautés professionnelles sur la pair aidance, c'est finalement comment on mesure l'impact qu'on a, que la communauté peut avoir ou que cette dynamique de pair aidance, elle peut avoir au quotidien. Alors ça, c'est un petit peu un des challenges qu'on a envie de se poser. Et puis de faire cette dimension un petit peu qualitative, de faire réfléchir les membres pour que ce soit les membres eux-mêmes qui nous le disent. Donc ça, c'est notre enjeu de la session du mois de juin. Ça va faire quasiment plus de 8 mois qu'on aura une existence. Avec cet enjeu, finalement, comment on mesure cette question de passage à l'action. Voilà, parce que finalement, en tant qu'employeur, moi, mon
pourrait me dire, mais finalement, ta communauté, elle sert à quoi? Elle a un vrai enjeu parce que elle permet aussi la question de la mise en relation, l'ouverture. Moi, je sais qu'il y a un de nos membres qui nous a dit, moi, j'ai fait mon handicap out. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont il ne parlait pas et il a accepté via un webinaire qui a été proposé à l'ensemble de notre périmètre ministériel, c'est 60 000 agents, plus de 60 000 agents, de parler de son handicap psychique et ce qui a permis de libérer aussi la parole dans ce quotidien au travail. Alors, comment je mesure? Finalement, l'amélioration qualitative que ça a produit à l'agent au quotidien de faire cette démarche qui a été possible. Voilà, c'est toute la question. Est-ce qu'on arrive à le mesurer, etc. Bon, je n'ai pas forcément de réponse. Moi, j'ai envie de dire que juste les retours à la fois très positifs de on est content de se retrouver, on a envie de faire des choses ensemble. Je pense que c'est ça un peu notre futur souhaité. Aussi de proposer une co-construction. Donc ça sera aussi un de nos gros enjeux sur la question de l'animation. Comment on a envie de faire vivre cette communauté. C'est la co-construction d'un programme, c'est-à-dire que là, on a essayé plein de choses finalement. On va réinterroger nos membres, les challenger et se poser les questions. Finalement, qu'est-ce qu'on a envie de dire que cette communauté a apporté? Qu'est-ce que moi aussi, en tant que membre, j'ai envie d'apporter à cette communauté? Et j'insiste dessus, c'est par et pour ses membres, cette communauté. Et elle n'existe que parce que les membres ont envie d'y apporter quelque chose. C'est pas, je veux dire, c'est pas nous avec Audrey qui apportons quelque chose, c'est en participant le moment présent, chacun va apporter quelque chose aux autres. C'est ce que disait Estelle tout à l'heure, c'est vraiment replacer la personne au cœur du projet, au centre des attentions en tout cas. Oui, et même ce qu'on a aussi souhaité, c'est que les membres se connaissent mieux entre eux. Donc on avait organisé une session pour permettre d'échanger. Et là, l'idée, c'était pas forcément d'avoir la diffusion de quelque chose avec un expert, c'était juste qu'on passe un beau moment. Et en fait, même par visioconférence, on apprenne à se rencontrer. Et de pouvoir aussi se dire, en dehors de la communauté, il peut exister des liens en se disant, tiens, un tel, il a dit qu'il travaillait sur ça, ça m'intéresse, etc. Donc voilà. Et je le dis très franchement, alors un peu en rigolant, il n'y a pas de copyright. Et on est très ouvert à essaimer cette communauté. Nous, on est prête avec Audrey à partager. Parce que un des enjeux principaux, c'est aussi qu'on ait une taille, on va dire, à peu près raisonnable, parce que pour la qualité des échanges, on peut pas être 100 000 le jour J. Et donc, c'est de dire, si jamais on arrive à susciter aussi l'envie chez d'autres employeurs, on est à disposition. Et du coup, je laisse la conclusion à Christophe sur son futur souhaité. Alors, pour rejoindre ce que dit Bénédicte, c'est vrai que sur ce point-là, j'en ai pas parlé, c'est que j'ai eu 2 coups de téléphone de membres assez récemment qui m'ont téléphoné pour me poser des questions, pour échanger librement. Donc du coup, voilà, ça commence à se faire, mais voilà. Et deuxièmement, je rejoins Bénédicte en disant cette communauté, en fait, pour qu'elle soit pérenne, faut qu'on se l'approprie. C'est notre communauté et pour la faire avancer, il faut que je m'investisse et que pour moi, cette communauté, c'est aussi ma communauté. Donc du coup, pour la faire avancer, j'ai à m'investir, à participer. Alors, je ne sais pas si je suis très... Voilà, parce que je suis dans la mouvance de la pérédance. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, je ne sais pas si je suis très objectif, mais pour moi, c'est vraiment la prise en main, que ce soit dans cette communauté, même la prise en main de notre vie professionnelle. C'est-à-dire, si je veux avancer, même à handicap ou pas handicap, c'est ma vie professionnelle, c'est moi qui l'ai en main. Et pas un tel ou un tel.
Donc voilà, si ça peut aider d'autres personnes, cette communauté, ben, allons-y. Ça marche. Si je peux me permettre, par rapport à cette communauté, ce que je trouve, c'est qu'elle, à la fois, elle rompt la solitude que certaines personnes peuvent vivre, et à la fois, je trouve qu'elle rétablit la capacité d'agir. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a des problématiques de stigmatisation ou d'auto-stigmatisation. D'ailleurs, c'était un de nos sujets d'atelier, que finalement, on a des limitations, on s'auto-limite parfois en fonction de son histoire, son vécu, son handicap, etc. Et finalement, ces ateliers permettent aux personnes d'échanger. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne décision, il n'y a pas d'avis positif ou d'avis négatif. Chacun va prendre ce qu'il a à prendre au moment où il vient, avec ce qu'il a, au moment de sa vie où il en est. Mais en tout cas, il entend comment on fait certaines personnes. Et ce partage-là est, enfin, on a l'impression en tout cas, bénéfique parce que il donne d'autres pistes, il ouvre d'autres voies que parfois on n'a pas imaginées tout seul dans son coin. Et c'est vrai que on a on a, je dirais dans la communauté, des gens de toutes les catégories, parce qu'on pourrait se dire oui, catégorie C, B, on a des A, des A+, des A++. Donc on voit bien que c'est pas ça qui va compter. Et donc moi franchement je remercie Bénédicte et Audrey pour cette brillante idée parce que vraiment je n'avais pas imaginé à quel point elle pouvait être une nouvelle piste, un nouveau sujet de réflexion pour les organisations de travailler différemment avec leurs collaborateurs et d'ouvrir de nouveaux champs d'action. Il y a une question d'ailleurs, Bénédicte, j'en profite pour te la poser, donc de Sika Yamayako, qui demande s'il y a un outil de communication pour relayer cette information auprès de nos collègues en situation de handicap, puisqu'elle trouve le modèle très intéressant. Oui, alors pour l'instant, j'ai envie de dire comme on est deux, je l'ai pas forcément dit, mais en fait, on fait ça en plus de notre activité quotidienne, puisque ni Audrey ni moi ne sommes référents handicap au sein de notre structure, donc on l'a fait vraiment dans une casquette j'ai envie de dire, d'agents engagés sur les sujets d'innovation RH et en se disant, bon, bah, le sujet du handicap nous intéresse à titre personnel, là, toutes les deux. Donc, on est aujourd'hui, on va dire, dans un format de communication qui est un peu rudimentaire. Enfin, je l'admets volontiers, plutôt avec un format de boucle mail. Donc, je pourrais communiquer là tout à l'heure dans le chat quand je laisserai la parole à Mélanie, la boucle mail sur laquelle on peut nous contacter et bien évidemment mes coordonnées mail pour convenir aussi d'un échange téléphonique. Je suis à disposition, il n'y a pas de souci. Et on a Marie Fabier qui a également une question. Est-ce que c'est comme des espaces de discussion sur le travail et est-ce que ça s'articule dans les actions QVT, avec les actions de QVT? Alors, j'ai vu que tu l'avais mis dans le chat, on propose des activités sur le temps de travail. Hein, en règle générale, nos horaires, c'est 9h, 10h30 le matin. C'est en visioconférence, comme ça évite, on va dire, de devoir dégager un temps infini pour se déplacer, etc. On a décidé que même après la fin du Covid, on garderait le format distanciel avec une demande de nos membres quand même d'organiser un événementiel pour se retrouver en vrai. Et comment ça s'articule sur la dynamique qualité de vie au travail? J'ai envie de dire que c'est un tout. Et je ne saurais pas forcément le taguer que sur le sujet de la qualité de vie au travail. J'ai envie de dire que le ministère de la Transition écologique est particulièrement engagé à la fois sur le développement du télétravail, à la fois avec des dispositions spécifiques pour les agents en situation de handicap. On a un protocole pour les agents en situation de handicap qui vient d'être signé et on fait partie des actions qui sont identifiées comme celles qui participent du développement des parcours professionnels. Voilà, donc je dirais plus qu'on est dans cette
finalement, on va attraper plein de petites choses très différentes et y répondre, et pas simplement sur le sujet de la qualité de vie au travail. Je crois que notre enjeu, il est principalement, et ça fera peut-être la transition après avec Mélanie, mais il faut focaliser sur les sujets, voilà, comment je facilite la meilleure insertion, le développement des parcours professionnels de mes agents. Enfin, de mes agents, des agents du ministère. Excusez-moi. Pour rebondir sur le protocole d'accord handicap, il y a eu des agents en situation de handicap qui ont été, comment dire, ont participé à ce protocole d'accord. Et dans le suivi, il va y avoir des personnes en situation de handicap qui vont participer au suivi de ce protocole. Voilà, ils vont être intégrés voilà, comme agents, comment dire, experts, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, Oui, quel que soit leur niveau. Voilà, ça répond de cet enjeu d'association des agents eux-mêmes à la définition de quelles sont les actions les plus finalement les plus pertinentes et qui collent aux besoins. Voilà, avec ce souci-là de proposer une action pratique et pragmatique. Enfin, je voyais, il y avait une question dans le chat qui était posée, mais finalement, quelle formation, quel niveau de professionnalisation? Nous, on ne prétend pas relever du dispositif stricto sensu de la pérédance comme il a été développé par les deux intervenants précédents, mais on s'appuie sur des ressorts qui sont ceux de la pérédance. Voilà. Hein. Donc voilà, juste pour faire le distinguo. Et donc, en tant qu'animatrice, je le redis, nous, on est coachés, formés à l'animation de communauté. Alors peut-être, on a bien compris que ce genre de dispositif, de toute façon, ça engendrait derrière forcément un accompagnement au changement culturel, hein, puisque c'est vraiment un autre mode d'appréhension des situations. Est-ce que, pour conclure, Bénédicte et Christophe, vous pourriez chacun nous donner un point de vigilance quand on met en place ce type de démarche dans une organisation? Moi, j'ai envie de dire que pour faire démarrer la communauté, je pense qu'il faut associer les agents et que ça a été vraiment, je pense, le point clé de la réussite. C'est qu'on se soit appuyé sur nos membres fondateurs, voilà, qui nous ont aidés, épaulés et surtout qui après ont été les premiers, j'ai envie de dire, voilà, les premiers membres actifs et qui ont participé au bouche à oreille. Voilà, donc c'est vrai que moi je pense que c'est l'association des agents. On ne peut pas décider seul de créer ce genre de choses et de l'imposer. Et voilà, je pense que ça a été la clé et ça sera mon point de vigilance pour ne pas répéter celui qui a été dit par mes collègues tout à l'heure. Ça marche. Merci Bénédicte. Christophe? Moi, je pense que, comme il a dit tout à l'heure, c'était Lucas, c'est vraiment la transversalité, dire qu'il n'y a pas ce côté vertical, mais vraiment horizontal, et et c'est à nous de prendre le pouvoir sur la communauté. Ok. Avec l'équipe de Bénédicte et voilà. Oui, on entend bien que c'est pas la révolution ou la rébellion au sein du ministère, mais c'est plutôt de l'empowerment, en tout cas de la responsabilisation individuelle. Voilà, complètement. On n'est pas dans la mutinerie. Ok, merci à tous les deux, en tout cas de votre partage d'expérience. Effectivement, tous les documents que d'une part qu'on vous présente et d'autre part des documents complémentaires si c'est nécessaire vous seront envoyés aux participants à la suite du webinaire. Et pour le coup, pour enchaîner, je vous propose d'écouter le témoignage de Mélanie qui va nous parler de son expérience au sein de la ville de Paris dans le cadre justement d'une action qu'elle a initiée pour cette collectivité.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on m'entend? Je fais la question. On vous entend très bien, Mélanie. Super. Mélanie Duval, donc moi je suis chargée de mission handicap et process RH à la DRH de la ville de Paris. Et effectivement, alors je ne sais pas si j'ai la main sur le... Vous l'avez. C'est bon, je l'ai. Et effectivement, on a nous aussi testé la paire aidance au sein de la ville de Paris entre septembre 2020 et janvier 2021. Donc ça remonte un petit peu. Et le format, alors vous allez le voir, les thématiques abordées sont tout à fait similaires à celles de la communauté les invisibles. Et de toute façon, ce sont les problématiques rencontrées, donc on n'y échappera pas et c'est tout l'intérêt. Mais le format est un petit peu différent. D'abord parce que c'était au sein d'un employeur et je dirais même plus au sein d'une direction, donc en l'occurrence la DRH, et donc qui est sur un même site géographique avec des agents qui pour le coup exercent des métiers tout à fait similaires. Donc ça aussi, ça crée un petit peu des différences. Donc nous, on a lancé un appel à volontariat aux agents qui étaient dans nos listes BOE, comme on dit, mais également une communication auprès de tous les agents de la DRH, plus voilà, un peu comme ça a été dit tout à l'heure, pour informer, mais qui permettait aussi à des agents qui n'auraient pas été déclarés en situation de handicap de se manifester. Et on a eu 8 agents volontaires, pardon. Et donc, on a constitué 4 binômes. Alors, pour ça, on a été accompagné par Me and You. Je vous ai mis le petit logo par Virgile Abondanza, pour ne pas le nommer, qui a vraiment fait un gros travail dans la dentelle, comme on dit, avec ses pères aidants et ses pères aidés volontaires, puisque du coup, il a interviewé, entre guillemets, chacun des agents volontaires pour essayer de détecter à la fois leurs besoins et leurs compétences, c'est-à-dire en gros ce qu'ils venaient chercher dans la paire aidance, mais aussi ce qu'ils pouvaient apporter. Toujours dans l'idée de l'horizontalité qui a été donnée, hein, à savoir que les deux vont s'apporter des choses, même s'il y en a un qui s'est proposé comme père aidant et un qui s'est plutôt inscrit comme père aidé. Ce qui nous ramène à des formats quand même assez classiques qu'on connaît, hein, de tutorat ou de mentorat, qui peuvent justement faire comprendre un peu aux agents dans quel type de dispositif on s'inscrit. Et suite à ça, il a constitué des binômes d'agents qui pouvaient, dont les besoins pouvaient se répondre. Et on est bien tombé puisque donc les quatre binômes ont très bien fonctionné. Et c'était couplé avec des temps collectifs de co-développement, où il y avait les 8 agents ensemble avec Virgile pour échanger sur des questions. Alors, j'ai pas précisé, mais ça paraît évident. Virgile est lui-même en situation de handicap et père aidant aguerri, formé, tout ça. Mélanie, Ouais. j'allais vous demander pourquoi, du coup, quand même, pourquoi vous êtes parti sur un principe de paire aidance? Quel était le besoin? Enfin, d'où est parti ce besoin? Quel était-il pour la ville de Paris? Alors, c'était un petit peu similaire à ce qui a été dit précédemment. D'abord, cette demande émanait des agents en situation de handicap et notamment de certains agents formés à la paire aidance qui connaissaient ce type de dispositif et qui ont convaincu la précédente responsable Mission Handicap Ville de Paris, Delphine Bellet, de se lancer dans cette aventure qui, il faut bien le dire, est quand même assez inhabituelle au sein
des administrations, en tout cas pour nous, Ville de Paris, puisque ça consiste à être passablement dépossédé de ce qui se dit dans les échanges et à proposer un format oui, qui prend un petit peu le contre-pied de tout ce qu'on fait habituellement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est parti sur un petit, une expérimentation, hein, vraiment pour voir comment ça pouvait fonctionner. Ensuite, c'est aussi le constat qui a déjà été dit, hein, qu'en fait, il y a tout un tas d'agents en situation de handicap qui se sentent complètement isolés, qui ont l'impression d'être seuls au monde dans leur situation, alors que nous, on sait qu'on en a 3400. Donc, voilà, ça fait toujours un petit peu bizarre de se dire, mais en fait, effectivement, ils se connaissent pas, ils peuvent pas échanger entre eux, et pourtant, quand on les reçoit, nous, on se rend compte que effectivement, les problématiques reviennent. Et que c'est pas du tout pareil quand c'est moi qui n'ai pas de handicap qui va venir expliquer quel est l'intérêt ou pas de déclarer son handicap à son encadrant, ou de quelle manière on peut avoir, comme disait Bénédicte, une ambition professionnelle, ou que si, il y a des reclassements réussis. Et on fait aussi, comme ça a été dit d'ailleurs, de la paire aidance un petit peu pas sans le savoir, mais sans cadre, puisqu'on a aussi des membres, enfin des agents de la mission handicap, en situation de handicap, qui font ça, en fait, et qui disent, bah oui, moi j'ai été reclassée il y a quelques années, et vous voyez, bah, ça se passe bien. Donc ça veut dire que c'est possible. Alors que le moment où on est déclaré inapte, et où on rentre en formation et on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver, est un moment parmi d'autres, hein, mais voilà, assez angoissant, je pense, pour les agents qui se demandent un petit peu comment ça va pouvoir se passer. Donc du coup, c'est ce type de thématiques qui ont été abordées, avec aussi celle de l'intégration dans l'équipe, bien sûr. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été dites au sein des binômes et en séance de co-développement sur l'adaptation du poste de travail et l'amélioration de l'accessibilité, où on n'est pas toujours très bon. Et parfois, on avait les réponses. Alors du coup, c'était juste que les agents les connaissaient pas. Donc ça m'amène à parler d'un autre sujet, qui est que l'idée de cette paire aidance est pas non plus de laisser les agents se débrouiller entre eux, en disant voilà, les agents en situation de handicap vont faire la paire aidance, puisque donc moi j'ai pas de handicap, donc je ne suis pas dedans. Il faut aussi prévoir des canaux de remontée d'informations, notamment quand ce sont des choses comme ça dont on a tout à fait la responsabilité et parfois les moyens de le mettre en œuvre, pas toujours, mais voilà, il y avait des choses, des aménagements, alors pas complètement tout bêtes, mais enfin des choses qu'on fait déjà, et ce sont des agents de la DRH qui n'en avaient pas connaissance et pour lesquels on n'avait pas mis en place. Donc voilà, ça permet aussi de faire remonter des choses comme ça. Bien sûr, la motivation, la confiance en soi, la qualité de vie au travail, hein, ça a déjà été dit. Et peut-être qu'il y a moins été dit, il y a des personnes qui sont vraiment inscrites dans ce dispositif pour développer des compétences transverses ou le sens de la communication, c'est-à-dire pas uniquement sur cette question-là du handicap, mais peut-être aussi, je pense à certains agents, que le handicap crée des difficultés de communication. Et en tout cas, le fait justement d'échanger avec des pairs sur ces thématiques-là a permis de lever peut-être certaines censures, ou de prendre conscience qu'on avait certaines compétences, voire de créer certaines compétences dans le fait de pair aider. Et comme je disais, en réalité, les deux membres des binômes ont pair aidé, hein, voilà, même si à la base, il y avait un aidant et un aidé. Du coup, suite à cette expérimentation qui a été vraiment une réussite, en tout cas au dire des agents, on s'est tout simplement posé une question tout à fait bassement matérielle, qui est que
Comme je vous l'ai dit, on a 3400 agents en situation de handicap. Alors, je ne dis pas du tout qu'ils vont tous être intéressés par la pérédance, mais il est tout à fait clair pour nous qu'on ne peut absolument pas être accompagné par un prestataire dans ce cadre-là pour essaimer ce dispositif. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse à la manière de se débrouiller, en gros, pour proposer des binômes dans d'autres directions à d'autres agents en situation de handicap, y compris sur d'autres types de métiers, et pour créer, du coup, ou tenter de créer, donc là, ça se rapprocherait plus de ce que disait Bénédicte avec les invisibles, mais créer une communauté et permettre, par exemple, à ces pairs qui ont participé à cette première expérimentation à la DRH de devenir, enfin, de chapeauter peut-être le déploiement de ce dispositif dans une autre direction. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, mais bon, c'est pas complètement évident à la direction des finances et des achats. Donc, une autre direction qui ressemble à la DRH. Et après, j'espère qu'on ira aussi vers d'autres types de métiers et qu'on pourra essaimer. Et c'est Alors, aussi… Ouais. j'ai une petite question, Mélanie, pour le coup. Vous avez créé des binômes. Et vous avez dit, heureusement, ça a bien matché, en gros, entre chacun des participants à ces binômes. Pour le coup, si justement ça n'avait pas accroché entre les personnes, est-ce qu'ils avaient la possibilité de changer? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la pratique, ils peuvent échanger avec d'autres membres de ce groupe, de cette communauté? Oui, alors eux, maintenant, ils se connaissent, les 8, puisqu'ils ont fait tout un tas de séances de co-développement ensemble. Ils ne se privent pas de se passer, comme disait Christophe tout à l'heure, un petit coup de téléphone. Enfin, voilà. Donc, ce lien-là, il est créé au sein des pairs aidants de la DRH. En revanche, les binômes, c'est fini. Parce que ça, en tout cas dans le format qu'on a choisi, c'est un temps défini. Donc, c'était 4 mois. On peut aller jusqu'à 6, mais voilà, c'est pas un binôme jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a vraiment un temps, il y a une fin. En fait, il y a un début, un milieu, une fin. Et au milieu, on propose déjà un premier retour vers le référent handicap ou la mission handicap pour faire remonter des choses. Et à la fin, il y a il y a un bilan, un retour d'expérience en fait des participants qui disent ce que ça leur a apporté ou non. Est-ce que ça leur a apporté ce qu'ils étaient venus chercher ou pas? Est-ce que ça leur a apporté d'autres choses qu'ils n'étaient pas du tout venus chercher? Enfin voilà, en fonction euh, des rencontres. Mais effectivement, si, alors là, comme ils étaient 8, c'est forcément, ça faisait 4 binômes, mais s'il y a un des binômes qui n'avait pas fonctionné, je pense qu'on aurait essayé de trouver d'autres volontaires. Voilà, en proposant à des agents qu'on connaît, qu'on accompagne, qui ne s'étaient pas manifestés, est-ce que finalement tu pourrais être intéressé ou pas? Voilà. Là, ça ne s'est pas trouvé, donc tant mieux, mais voilà. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir ce qu'ils cherchent pour constituer les binômes. Mais c'est pas forcément nécessaire, ou au contraire, ça peut être la base de la création des binômes. C'est-à-dire qu'on peut dire on crée ce dispositif de pérédance uniquement pour des agents qui viennent de démarrer leur reclassement, avec des agents qui ont été reclassés il y a une dizaine d'années pour lesquels ça se passe bien. Et ça va être ça nos binômes. Ou alors, on pourrait dire on fait des binômes d'agents qui ont la même typologie de handicap. Donc, on va dire, voilà, ce sont 2 agents aveugles ou ce sont 2 agents sourds. Et ils vont être un peu justement, l'un des deux, un peu expert des aménagements proposés, ou alors il aura bien essuyé les plâtres avec tous les changements de marché et les difficultés de notre part pour comprendre quels étaient les besoins, etc. Et il pourra éclairer l'autre agent qui vient d'arriver ou qui est en train de perdre l'audition petit à petit dans la jungle des aménagements proposés. Ça pourrait être ça. Ou alors, ça pourrait être un agent qui vient d'arriver dans l'administration avec un agent qui a une ancienneté d'une dizaine d'années. Enfin, voilà, on peut imaginer d'autres raisons ou d'autres motifs, en gros,
pour se lancer dans un dispositif de pair aidance. En tout cas, cette idée de la pair aidance, comme ça a déjà été dit, mais vraiment je le redis, émane vraiment des agents. Parce que nous, du coup, on a fait un autre projet avec d'autres administrations, donc sur les carrières des agents en situation de handicap dans la fonction publique qui s'appelle Indicar, où en fait, on a demandé aux agents en situation de handicap quels étaient les freins et les leviers dans leur carrière et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme solution pour mieux les accompagner. Et la pair aidance était une des solutions proposées par les agents auxquels ils tiennent, en tout cas pour ceux qui connaissent, ils y tiennent beaucoup. Et donc, du coup, dans le cadre de cet autre projet, on s'est intéressé à la pair aidance, mais au-delà de la ville de Paris. Hein. Mais l'idée, c'était de proposer deux documents, en fait, des fiches méthodologiques et des fiches outils pour les administrations qui souhaiteraient se lancer dans la pair aidance. Donc, comme leur nom l'indique, les fiches méthodo, ça explique un petit peu le principe, chaque item. Et la fiche outil, c'est vraiment un document Word qu'on peut chacune remplir en répondant à des petites questions qui guident en fait la réflexion sur quel type de communauté d'entraide ou quel type de dispositif de pair aidance je voudrais créer. Donc, bien sûr, il faut commencer par identifier les enjeux de la pair aidance dans son administration. Fixer un calendrier et constituer une équipe projet. Alors, chez nous, les calendriers sont très, très, très glissants. Hein. Donc, on voit quand même que ce n'est pas dans la culture de l'administration. Donc, le temps de convaincre la direction, d'expliquer de quoi il s'agit, de comprendre nous-mêmes qu'on ne va pas pouvoir mettre trop notre nez dedans. Voilà, ça prend quand même un petit peu de temps. Puis ensuite, ce que je disais, fixer les critères de choix des agents participants. Donc là, ça pose plein de questions. Donc pourquoi je me suis lancée, ça peut déjà constituer une réponse. Communiquer du coup pour mobiliser les agents. Donc là, c'est pareil, il faut quand même bien expliquer ce que c'est parce que tout le monde, même si on en fait tous sans le savoir, tout le monde ne sait pas justement ce que recouvre le mot. Constituer les binômes, donc ça c'est une grosse responsabilité, hein. Mais on peut aussi le faire de manière complètement hasardeuse, enfin aléatoire, on peut décider ça comme ça. Ou alors on peut imaginer à l'autre bout carrément un site internet de matching des personnes où peut-être les agents volontaires diraient un peu qui ils sont en quelques mots et puis le meeting de la pair aidance, quoi. C'est ça, comme Le sur meeting Mythique, de on pourrait se sélectionner. Et voilà, une fois que les binômes sont constitués, il faut quand même un peu les suivre et les accompagner. Du coup, là, ce qu'on conseille, nous, c'est vraiment de cadrer les rencontres. Donc, pour vous donner l'exemple de Ville de Paris, les rencontres, enfin la fréquence des rencontres, c'était tous les 15 jours. La durée, c'était 45 minutes. Les thématiques abordées, on essayait d'orienter, donc c'est celle que j'ai présentée, mais du coup, vraiment orientée sur le professionnel. Mais en fait, rien n'empêcherait de parler de choses plus personnelles. Il y a la question aussi qui a été abordée de est-ce que c'est sur le temps de travail ou pas. Donc nous, par exemple, à la DRH, ce n'était pas sur le temps de travail. Donc les agents ne nous devaient rien non plus. Donc c'était principalement entre midi et 2. À la DFA, ils veulent le faire sur le temps de travail, mais également entre midi et 2 pour que ce soit discret et que ça n'empiète pas sur le temps de réunion et de production et de tout ça défini habituellement. Donc, par exemple, sur le créneau 13h-14h, mais les agents peuvent badger, c'est sur leur temps de travail. Donc voilà, ça, c'est des questions hautement stratégiques à se poser. En tout cas, ça participe au succès des actions ou pas, quoi. Quelquefois. Voilà. Mais c'est vrai que, ça paraît un peu gadget, mais en fait,
la question est là, c'est-à-dire que si c'est sur le temps de travail, je dois un peu quelque chose à mon employeur, je dois aussi avoir l'accord éventuel de ma hiérarchie. Si ça l'est pas, c'est différent. Enfin, voilà. Former les agents volontaires aussi, en tout cas ceux qui vont suivre et accompagner les binômes, les pères aidants qui vont suivre et accompagner les binômes, eux, on peut les former, déterminer des critères de réussite, enfin voilà, se faire un peu des petits outils d'accompagnement des binômes, avoir des référents de binômes, etc., etc. Il y a aussi, donc il n'y a pas que les binômes dans la vie, il y a aussi la question des temps collectifs. Donc on l'a aussi abordé dans ces deux outils. Et là, c'est pareil, c'est à chaque administration de définir le format. Nous, on est plutôt parti, donc on n'est pas parti sur du co-développement. On est plutôt parti sur des temps collectifs qui seraient animés par des pères aidants volontaires sur des thématiques précises et qu'on affiche. Et à ce moment-là, les agents en situation de handicap, donc de la direction concernée, donc chez nous la direction des finances et des achats, peuvent venir. C'est-à-dire que même s'ils ne constituent pas un binôme, s'ils sont très intéressés par ce temps collectif entre midi et deux sur le réussir son reclassement au hasard, voilà, ils peuvent tout à fait s'y inscrire. Ça permet aussi de faire connaître le réseau d'entraide. Mais on pourrait, on peut imaginer aussi des temps collectifs animés, comme l'a présenté Bénédicte, hein, par des experts ou par des personnes qui n'auraient pas forcément elles-mêmes de handicap. Et après, donc on conseille toujours qu'il y ait un début, un milieu, une fin, et qu'à la fin, si possible, on évalue l'expérimentation pour voir un petit peu ce que ça a apporté aux agents, parce que ce que disait Bénédicte est très vrai. On peut aussi nous dire ok, vous passez un petit peu de temps à faciliter cette rencontre, même si vous n'êtes pas dans la rencontre. À quoi ça sert et pourquoi je vous mettrai à disposition des salles, des moyens de communication, etc. Et tout ce que les agents pourront imaginer et demander et auquel on n'a pas du tout pensé. Donc c'est vrai qu'il faut prévoir ce petit retour d'expérience. Merci Mélanie pour ce témoignage. Peut-être un point de vigilance. Alors, il y en a eu quelques-uns qui étaient disséminés quand même dans votre discours, mais s'il y en avait un qui était plus essentiel en tout cas que les autres sur ce dispositif. Alors, du coup, un point de vigilance peut-être que j'ai pas énoncé, ça serait le fait que les pères aidants un peu plus aguerris, experts ou formés qui suivraient ou accompagneraient les binômes, qui participeraient à créer plus une communauté, qui animeraient des temps collectifs, etc. Peut-être que ça leur prendrait beaucoup de temps. Et que du coup, ça pose la question de quelle manière ça peut être valorisé. Évidemment que ça crée des compétences, évidemment qu'on a les agents en situation de handicap en face qui vont enfin trouver un interlocuteur, des réponses, etc. Et que tout ça, c'est très gratifiant. Mais comment, en tant qu'employeur, on peut avoir, on peut soutenir ça. Est-ce que du coup, ça pourrait être en partie sur le temps de travail? Est-ce que ça peut être valorisé auprès de son encadrant d'une manière ou d'une autre? Enfin voilà, comment on peut s'assurer que la personne soit n'y passe pas trop de temps ou n'est pas mise en difficulté par rapport à son encadrant, ou au contraire, pour voir le côté positif, que cela puisse être valorisé dans son parcours. Peut-être Mélanie sur cette question, on a des clients aujourd'hui qui développent des communautés de collaborateurs pour travailler sur les politiques diversité, donc plus largement que le handicap. Et souvent, quand ils mettent en place ces communautés de collaborateurs qui vont imaginer les actions futures de la politique, ils vont mettre en place une sorte de contrat, de fiche de mission, avec un temps dédié qui est co-signé par le responsable hiérarchique, justement pour bien
encadrer la mission, c'est-à-dire à la fois le temps passé et sur le fait que le manager est au courant, qu'il y ait de la transparence sur ce temps-là. Et effectivement, sur les premières communautés que j'avais vues qui avaient été mises en place, il y avait eu plusieurs biais, c'est que finalement c'était un job en plus et donc c'était le soir et ça venait vite prendre beaucoup de temps. Et donc après il y a une sorte de frustration. Et puis pour ceux qui le faisaient sur leur temps de travail sans vraiment avoir de cadre, il y avait des conflits ou en tout cas des difficultés à exercer et sa mission et ce deuxième job. Et donc dans les dernières communautés que j'ai pu voir, qu'on a accompagnées, il y a vraiment cette fiche de mission qui est signée avec, comme vous le disiez toutes les deux, des compétences aussi développées, attendues. C'est-à-dire que finalement, on valorise en termes de compétences et d'acquisition de compétences cette mission. Et après, il y a tout un système de reconnaissance. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur des projets transversaux, à un moment donné, il y a des temps de partage avec des personnes différentes. Et donc aussi, ça, c'est une manière de reconnaître l'investissement que ces personnes font, parce qu'elles ne sont pas obligées, c'est quand même nouveau. Et donc, voilà, donc il y a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place sur ce sujet. J'ai deux questions à vous poser ou à te poser, puisque je ne sais pas si c'est ouvert. En tout cas, il y a une première question qui est: pourrez-vous nous communiquer vos documents? Donc ça, je pense que c'est voilà, c'est par rapport à ce que Oui, vous avez alors c'est juste, donc tout à fait, les documents sont communicables, ils ont été conçus pour ça. C'est juste qu'ils sont en cours de finalisation. C'est juste les petites coquilles, mais bien sûr, avec plaisir. Et une deuxième question: combien de temps peut prendre à peu près le lancement de ce projet et sa mise en place? Bon. Je n'ose le dire. C'était une première, alors demain. Non, mais c'est pour ça justement, enfin voilà, c'est pas pour c'est pas pour vendre mes outils, mais c'est pour ça justement que ça va beaucoup aider, je pense, les fiches outils sous ce format-là, parce que c'est toutes les questions qu'on doit se poser et faire trancher à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas mesuré à quel point cette question du temps de travail pouvait soulever des débats et des ordres et contre-ordres. Enfin, par exemple, je me disais, bon, bah, c'est clair que si le directeur de la directrice de la DRH a tranché et que c'est non, la DFA, ce sera pareil. Bah non, en fait, lui, il veut que ce soit sur le temps de travail. Enfin, donc voilà. Donc, à chaque fois, si on veut faire un format vraiment sur mesure, ça va quand même prendre du temps parce qu'il faut un minimum former l'équipe projet et ensuite que l'équipe projet détermine son format de pair et danse. Après, voilà, on a quand même ces outils-là et ces premières expériences, donc côté invisible, plus pour les temps collectifs et côté, enfin nous, voilà, on peut témoigner sur des côtés peut-être plus binômes qui forcément vous feront gagner du temps. Mais moi, j'ai dû vraiment faire glisser les calendriers à chaque fois. Après, ça peut être pour des raisons assez bêtes aussi, hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, l'agente père aidante aguerrie qui était à l'origine de la volonté de lancer le dispositif au sein de cette direction-là a changé de poste. Alors au sein de la même direction, mais du coup, le temps de sa prise de poste, etc., ben voilà, on a décalé le calendrier. Enfin, mais bon, ça, c'est comme tous les projets. Voilà, faut juste se rappeler que celui-là, il est quand même assez orthogonal à nos habitudes. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Donc, il y a quand même un temps d'explication pour convaincre, faire valider, faire la petite note qui va bien, parce que c'est un peu innovant, en fait. En tout cas, nous, Ville de Paris, on est très mauvais en communauté. On est en train de péniblement lancer un réseau de femmes cadres. On veut peut-être proposer des agents comme rôle modèle LGBT, mais voilà, c'est vraiment tous les projets de ce type-là sont complètement embryonnaires. Donc voilà, on sent que dans la culture, il va falloir voilà, un peu lutter au début, mais ça peut se faire en tout cas sur des formats modestes auprès d'agents volontaires, dans des directions où on trouve justement où on connaît en fait des pères aidants
Et à force d'en parler, là, moi, ça y est, j'ai des demandes d'auxiliaires de puériculture, des boueurs. Donc, voilà, il faut que j'arrive aussi à diffuser, enfin, à proposer ce dispositif plus largement, quoi. Ouais, bravo, en tout cas, pour ces initiatives. Et on a une question. Donc, les services publics de l'emploi, donc notamment Cap Emploi, peuvent-ils avoir un rôle à jouer dans ces projets? Et est-ce que c'est une solution qui peut être mise en avant lorsque nous accompagnons des agents en difficulté sur leur poste? Je laisserai Bénédicte donner son avis après, alors sans parler de Cap Emploi, mais moi j'ai été approchée par exemple par le Centre Mobilité Compétences de la Ville de Paris, qui est en fait le service qui accompagne les agents déclarés inaptes dans leur reclassement. Et je sais qu'au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ils ont aussi proposé des temps, alors un peu différents, plus collectifs, mais voilà, de pair et danse pour ces agents-là qui en fait se retrouvent très isolés, complètement angoissés, qui ne savent absolument pas réellement à quelle sauce ils vont être mangés. Et nous, en face, on a des reclassements qui se passent mal et des difficultés, hein, mais on a aussi des agents qui pourraient tout à fait témoigner, pair aider, etc. Donc oui, je pense que pour le coup, sortir de l'isolement ces agents-là, c'est nécessaire, et proposer une vision à dans quelques années ce qui pourrait vous arriver si. Également, sans vendre, alors c'est toujours ça, hein, sans vendre non plus du rêve, parce que certains agents ne seront pas reclassés ou ne trouveront pas de poste, enfin voilà, mais en tout cas, ça serait mieux que rien et que l'isolement qu'ils ont là. Donc bien sûr, enfin, j'imagine que le Cap Emploi pourrait imaginer ça également, je ne sais pas, avec des demandeurs d'emploi qu'ils ont réussi à placer dans des belles entreprises, et puis qui pourraient venir témoigner d'une manière ou d'une autre, ou accompagner sur les outils ou sur la présentation. Enfin, c'est toujours la même chose de toute façon, mais voilà, en tant que pair, je pense que ça pourrait être bénéfique. Mais voilà, par exemple, du côté du centre mobilité compétences, pour rebondir sur tout ce qu'on disait, elles imaginaient quelque chose d'animé par une psychologue du travail. Donc j'ai dit, bah, vous pouvez, c'est très bien, mais c'est pas de la paire et danse. Voilà. Donc c'est toujours aussi expliquer quel est le principe, mais en tout cas c'est un dispositif qui intéresse dans différentes situations, et il faut qu'on creuse. Merci Mélanie. Bénédicte, un dernier mot sur cette question? Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, alors après, moi, je vois plutôt la question de l'association de Cap Emploi plutôt dans effectivement, ce sujet peut-être de mise en relation d'agents qui sont actuellement en poste dans nos administrations avec, on va dire, le vivier d'agents qui éventuellement envisagent d'intégrer la fonction publique, que ce soit en début de carrière, en milieu de carrière, parce que on a, et je le redis, hein, plusieurs postes à pourvoir. Et un des vrais sujets qu'on a en tant qu'employeur, et moi je l'ai vécu sur mon poste précédent, c'est cette question de vivier. Et je trouve que dans cette dynamique-là, l'appui de Cap Emploi, il est assez primordial. Et après, qui de mieux que les agents eux-mêmes pour être eux-mêmes ambassadeurs de c'est quoi être fonctionnaire en fait. C'est pas on a souvent en plus des images un peu d'épinal de c'est quoi la fonction publique. Donc je pense que dans cette dimension-là, sur cet aspect de mise en contact, ça peut aussi être intéressant. Ça marche. Merci. Je vois qu'on a déjà atteint l'heure de fin du webinaire. Bénédicte, Christophe et Mélanie, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages et vos interventions. Pour le coup, n'hésitez pas, les participants, à
à revisionner nos webinaires sur le site du handipact-idf.org. Et rendez-vous le 8 juin pour le prochain webinaire qui portera sur la sécurisation des parcours professionnels. Merci à tous d'avoir assisté ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.